Les fascistes américains frappent la tête du Komsomol contre la table. Ou est-ce quelque chose que vous vouliez demander depuis longtemps, mais que vous n'osiez pas? Pourquoi les socialistes veulent-ils détruire la civilisation occidentale? Nous en sommes déjà au 8e jour de la fermeture du gouvernement, des services gouvernementaux à la population. Je dirais cela ainsi. Le Parti démocrate a lancé ce projet, comme il l'appelle, en pensant que les médias allaient en le relayer, comme d'habitude, en déclarant les républicains responsables de toute cette action, et ainsi de suite. Mais soi-disant, ils ont refusé d'aider les sans défense, les faibles, les couches les plus pauvres de la population. Et comme d'habitude, ils auraient réussi à tordre le bras des républicains et à pousser le peuple à exiger des républicains qu'ils ajoutent 1,5 billion de dollars pour les dépenses d'aide aux bisexuels, pour aller au Népal étudier le yoga ou pour publier un magazine sur les transgenres en Ouganda. Et aussi pour les soins médicaux des clandestins qui ont enfreint les lois des États-Unis et sont entrés dans le pays sans autorisation. Oui, ils l'ont prouvé, et cela a été inclus. Mais chez nous, Prussiche Stratler change, et ensuite, les démocrates pensent que les démocrates sortiront vainqueurs de tout ça. Encore pire, 65%, une écrasante majorité, veulent que les démocrates mettent fin à cette fermeture en adoptant une résolution de continuation pure, maintenant les niveaux de dépenses actuels, comme cela a été adopté par les républicains à la Chambre des représentants. 65% veulent que les démocrates cèdent et acceptent une résolution de continuation pure, qu'ils mettent fin au shutdown. Ce chiffre continuera d'augmenter tant que le shutdown durera. Les démocrates ne s'attendaient sans doute pas à ce résultat. Ils ont probablement mené une étude selon laquelle cet acte d'augmentation, pour ainsi dire, des dépenses de l'État leur apporterait de la popularité dans le pays. Il s'avère que non. Ils savaient en fait que 65% de la population ne voulait pas l'arrêt des services des institutions gouvernementales, mais ils s'y sont quand même lancés. Ce qui est intéressant, c'est que le chiffre de 65% de Harvard-Harris reflète exactement le sondage du New York Times, qui est sorti peu de temps avant la fermeture. Lorsque les électeurs ont été interrogés pour savoir si les démocrates devaient voter pour la fermeture du gouvernement si leurs exigences n'étaient pas satisfaites, 65%, exactement le même chiffre, ont répondu non. Ils ne devraient pas fermer le gouvernement. Ainsi, nous obtenons des preuves supplémentaires que la grande majorité ne soutient pas les démocrates sur cette question. C'est-à-dire qu'ils savaient que c'était une idée très impopulaire. Alors pourquoi s'y sont-ils lancés? Quelle en est la raison? Aller à la guerre pour des clandestins contre des citoyens, c'est un peu stupide. Après tout, ils ont été élus par les citoyens, et ils doivent au moins faire semblant de se soucier des intérêts de leur peuple. Alors, la question évidente dans tout cela est pourquoi ou qu'est-ce qui, bon sang, a bien pu pousser les démocrates à se lancer dans une mission aussi suicidaire? Et je pense qu'en un mot, c'est pourquoi ou quoi? C'est le désespoir. Je pense que la conclusion prouve qu'un parti désespéré fait des choses désespérées. Tous les sondages montrent qu'une écrasante majorité du pays, la majorité des républicains, la majorité des indépendants, une écrasante majorité du pays veulent que les démocrates travaillent avec Trump et les républicains. Je veux dire, évidemment, de manière constructive pour améliorer la vie de tous. Au contraire, les démocrates de base veulent du sang. Ils veulent que leur direction se batte contre Trump et ils sont mécontents de la passivité perçue de leurs dirigeants. Le dernier sondage NPR Marist montre que seulement 26% des électeurs inscrits approuvent le Parti démocrate. Et cela parce que seulement 48% des démocrates inscrits approuvent le travail de leur parti au Congrès. En 2021, à son arrivée à la Maison-Blanche, Biden a trouvé un pays épuisé par les incendies et les divisions. Sa popularité a atteint 80%, même un peu plus, je crois. Autrement dit, le pays espérait que les querelles internes étaient terminées.
Et voilà que ce grand-père est arrivé, et qu'il n'y aurait plus d'antagonisme, et que le gouvernement travaillerait pour le bien du peuple. Le peuple étant n'est toujours idiot, et seuls les paresseux ne le trompent pas. Ainsi, agissant à nouveau par désespoir, nous voyons un autre exemple des démocrates. Ils se retrouvent du mauvais côté de la boucle de la fatalité 80-20 où ils déclarent leur position. Sur une autre question, qui n'est soutenue que par 20 ou 30% des électeurs libéraux de gauche les plus fervents. C'est pourquoi Juan Jones de Cable News Network dit « C'est encore un exemple de la façon dont les démocrates font les mauvaises choses au mauvais moment. » Il a ensuite ajouté « Pour de bonnes raisons. Je ne partage évidemment pas cette opinion. Je pense que leur désespoir n'est guère une bonne raison, mais même Juan Jones reconnaît que les démocrates font vraiment les mauvaises choses au mauvais moment. » C'est exact. En fait, le dernier sondage Columbia Broadcasting System YouGov a demandé aux électeurs, regardez ça, ils ont demandé aux électeurs quels mots leur viennent à l'esprit quand ils pensent aux démocrates. Regardez ça, 64% disent faible, 64%, on voit souvent ce chiffre, 65, 64, je parle du Parti démocrate. Qu'une personne ou un groupe ne sait pas quoi faire pour se sauver du malheur ou d'une catastrophe, ils commencent à faire des mouvements sporadiques, pas toujours issus de la raison. Disons-le ainsi, souvent ils viennent du sentiment d'impuissance à arrêter la catastrophe imminente. L'approche du président Trump face à cette fermeture a été absolument géniale. Il démontre en temps réel une stratégie politique extrêmement complexe qui va à l'encontre des récits médiatiques traditionnels. Ainsi, alors que les médias traditionnels font tout leur possible pour rejeter la faute de la fermeture sur Trump et les républicains, ce qui, encore une fois, est absolument absurde en surface. Ils ne présentent aucune exigence à Trump. Les républicains ne présentent rien. Exigence. Ils veulent juste adopter une résolution pour continuer. Du financement. C'est 27 pages, c'est la même résolution qui a été adoptée en mars lorsque Chuck Schumer a voté pour. Ils ne posent aucune exigence. Mais malgré cela, les médias essaient désespérément et sans succès de rejeter la faute sur les républicains. Trump était en réalité assez inhabituellement silencieux. Il reste le principal dirigeant du pays, concluant la paix au Moyen-Orient avec Israël et la Palestine, en réprimant les maires et gouverneurs rebelles et hors-la-loi qui sont relativement impopulaires dans leurs États bleus comme l'Oregon et Chicago. Lui et le directeur de l'Office of Management and Budget, Russell Wood, ont travaillé encore une fois assez discrètement en coulisses, permettant délibérément au Congrès, en particulier aux démocrates, de gérer cette crise. L'approche de Trump est ce que l'on pourrait appeler un véritable cours magistral de patience stratégique. Il comprend que s'il avait commencé à entrer dans des confrontations bruyantes, cela aurait détourné l'attention des médias sur lui et non sur l'entêtement des démocrates. C'est pourquoi il reste relativement discret et se concentre sur la loi et l'ordre, aussi bien sur la scène internationale qu'à l'intérieur du pays. Et ce génie tactique devient évident lorsqu'on étudie la perception des électeurs. Ainsi, bien que les tout premiers sondages, lors de la première semaine, au cours des premiers jours d'octobre, aient montré que les Américains blâmaient d'abord instinctivement davantage les républicains. En raison de la couverture biaisée des médias traditionnels, les données de Harvard-Harris montrent désormais un changement critique. Les électeurs prennent de plus en plus conscience que ce sont les démocrates qui exigent des changements dans la politique, tandis que les républicains veulent simplement maintenir le niveau actuel des dépenses. Et, historiquement, le parti qui formule des exigences est celui qu'on accuse de provoquer la fermeture. Donc, il n'est pas surprenant que, selon le dernier sondage de Harvard, 63% des électeurs indépendants veulent que les démocrates arrêtent immédiatement. Mais c'est une image complètement différente sur Cable News Network. Schumer dit que les Américains soutiennent les démocrates dans leur opposition au grand et beau projet de loi de Donald Trump. Mais comment les Américains perçoivent-ils cette fermeture du gouvernement? Gary Anton de Cable News Network analyse actuellement les chiffres. Que remarquez-vous? Le public américain, plus que jamais selon les sondages que j'observe, semble prêt à accepter une fermeture. De quoi s'agit-il?
Voyons ce que les Américains voulaient avant la fermeture. J'ai des données pour 2013. La plupart des Américains veulent un compromis, pas une fermeture. Souvenons-nous de 2013, seulement 33% ont dit qu'il fallait rester sur ces principes, même si cela signifiait une fermeture. Passons de ce côté de l'écran. Nous voyons une division égale, n'est-ce pas? 50% des Américains souhaitent un compromis sans fermeture, un chiffre qui a fortement augmenté pour atteindre 49%. Il y a presque autant d'Américains favorables à une fermeture que de partisans du maintien des principes de leur camp. On entend souvent parler de cela de Chuck Schumer. Quel groupe a le plus changé en ce qui concerne le compromis ou son absence? Vous savez, c'était tellement intéressant d'entendre ces enregistrements de Chuck Schumer de 2013 à propos de toutes ces anciennes fermetures de Pravi. Et, simplement Smarta, n'est-ce pas? Et les fermetures potentielles. Ce qui a surtout changé, c'est que les républicains étaient toujours prêts à fermer le gouvernement pour rester fidèles à leurs principes. Mais maintenant, les démocrates, une part beaucoup plus importante des démocrates, disent « Vous savez quoi? Tenons-nous aussi à nos principes. » Que voulaient les démocrates avant la fermeture? Revenons à 2013. Seulement 18 démocrates ont dit de rester sur les principes. L'écrasante majorité, 76%, soit 3 démocrates sur 4, ont dit de faire un compromis sans fermeture. Bon, regardez ce côté de l'écran et ce pourcentage qui prône les principes. En 2013, c'était 18%, maintenant c'est 47%, plus de 2 fois plus. En fait, c'est presque 3 fois plus. Les démocrates affirment aujourd'hui qu'il faut défendre les principes comme en 2013. Leurs avis sont plus partagés. 52% prônent le compromis sans fermeture, 47% défendent les principes, des chiffres dans la marge d'erreur. Nous voyons que le Parti démocrate, plus que jamais, dit « Vous savez quoi? Fermons le gouvernement, même si cela signifie, vous savez, aucun compromis, juste pour que nous puissions défendre nos principes. » La question maintenant est combien de temps durera cette fermeture? Nous continuons de comparer avec la fermeture la plus longue, celle de 2018. Quel est votre point de repère? Combien de temps, selon vous, cela va-t-il durer? Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Regardez ces chiffres. De 18 à 47%, 33% contre 49% attachés à leurs principes. Vous l'avez mentionné, Kate Baldoan, la plus longue suspension du gouvernement a duré 35 jours en 2018-2019. Et maintenant, nous voyons que le Parti démocrate est beaucoup plus enclin à tenir bon. Et vous avez le Parti républicain qui, pratiquement tout au long de la dernière décennie, a toujours été très enclin à tenir bon. C'est un bon point de départ. Je ne serais pas surpris d'atteindre ce record ou d'aller plus loin. Le temps nous le dira. Merci beaucoup, Gary. Je vous suis très reconnaissante. Comment combiner ces deux images? À qui, n'est-ce pas? Parce que selon la première option, le shutdown va bientôt se terminer, et selon la deuxième, il durera plus longtemps que le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Peut-être est-ce parce que le Parti démocrate des États-Unis devient un parti de socialistes? Rappelons-nous, qu'est-ce que veulent vraiment les socialistes? Pourquoi vous, là-bas, et nous, sommes-nous tellement contre le socialisme? Oui, allons-y, analysons. Peut-être qu'on fait quelque chose de bien et qu'on les critique pour rien. Alors, la première chose qu'ils veulent, c'est l'élimination des inégalités de classe et de l'exploitation de l'homme. De l'homme. Ces deux phrases frappant comme des tomates. Ce n'est pas clair, en réalité. Apparemment, cela signifie organiser une société dans laquelle les personnes de différents groupes sociaux n'ont pas de différence d'accès aux ressources, c'est-à-dire au pouvoir, à l'éducation, à tout ce que vous voulez. Aux États-Unis, il me semble que, selon la situation géographique, il est possible d'obtenir une éducation partout où l'on vit. Bien sûr, dans une grande ville et dans un village, il y a probablement des enseignants différents, mais néanmoins, il y a toujours un effort pour sélectionner les personnes talentueuses. Ensuite, si tes parents sont alcooliques, par exemple, et ne s'occupent pas de toi, alors que d'autres parents investissent du temps et des efforts dans leurs enfants, ces enfants ne peuvent en aucun cas être égaux. Les socialistes n'abordent pas vraiment ce sujet, ils parlent surtout d'argent. Si tes parents ont gagné beaucoup d'argent et veulent transmettre cet argent à leurs enfants, les socialistes veulent apprendre l'argent de ceux qui ont beaucoup travaillé, pris des risques, inventé, et le donner à ceux dont la mère a eu 4 enfants de 4 pères différents, voire plus. Les enfants ont suivi son exemple et prennent facilement une bouteille ou une arme pour tirer. À propos de ceux qui souhaitent vraiment obtenir quelque chose qu'ils désirent mais n'ont pas. Il y avait une blague en Union des républiques socialistes soviétiques. Sous le capitalisme, l'homme exploite l'homme, et sous le socialisme, c'est l'inverse.
À mon avis, ils veulent encore de l'argent, toujours de l'argent. Ils veulent que leur travail non qualifié soit payé non pas selon la qualité et la quantité, mais à égalité avec ceux qui ont étudié et acquis des compétences. Ce n'est qu'alors que tout le monde arrêtera. Ça marche bien, à mon avis. Parce que si tu travailles dur ou pas, si tu ne fais pas ton travail, si tu ne travailles pas, on te donne quand même la même chose. Oui, on est déjà passé par là plusieurs fois, y compris aux États-Unis avec les premiers colons. Donc ce n'est que lorsque la personne est encouragée que quelque chose se passe. Sinon la personne, eh bien, elle ne travaillera pas dur. Je vous ai déjà parlé du livre sur le travail de Frédéric Bastiat, qui s'appelle « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Et c'est cet invisible qui rend les propositions des socialistes absurdes. Ils ne voient non que la surface, ce qui est au-dessus de l'eau, juste la toute petite pointe. Donc si les socialistes veulent une répartition des résultats du travail, comme ils disent, de manière juste, mais en réalité de manière égale, vous savez, égal ou juste, égal, c'est-à-dire pas juste. C'est-à-dire pas selon la production et pas selon la quantité. Oui, mais simplement comme ça, je ne sais pas. Ils ont gagné 100 roubles à 5, mais chacun n'a pas eu 20 non, c'est plus complexe. Donc 50 ont été pris par le répartiteur et aux travailleurs, pour qu'ils. Peu importe ce qu'ils font, balayer, inventer, opérer ou aller dans l'espace. Les 50 sont partagés entre 5 personnes, chacun reçoit 10. Mais celui qui répartit garde 50. Il se peut qu'ils reçoivent 8 au lieu de 10 chacun, car quelqu'un va sûrement encore voler un peu. Eh bien, les socialistes veulent que l'éducation, la médecine, si possible, le logement et les transports soient gratuits pour tout le monde. Disons que oui. Que signifient les mots donc gratuits ? Gratuit signifie qu'il faut encore aller voir ceux qui ont gagné de l'argent, voler, dérober, arracher, faire quelque chose comme ça, leur prendre ce qu'ils ont gagné. Et ainsi, réunir des fonds pour payer enseignants, manuels scolaires, écoles, électricité, médecins, médicaments, chauffeurs de bus, essence, réparation, etc. Autrement dit, le slogan des socialistes ressemble à celui des bandits de grand chemin. Prendre et partager, mais le chef reçoit toujours plus que les simples bandits. Pourquoi les États-Unis maintenant? Les jeunes réclament-ils le socialisme? Parce que... Donc il est peu probable que ce soit dans les grandes villes. Ce sont principalement des villes, en fait, c'est même 100% d'ailleurs, pas seulement principalement. Ce sont des villes où les démocrates les sont au pouvoir depuis longtemps déjà. Et ils ont déjà élevé toute une génération, voire une deuxième, peut-être même une troisième. Des gens qui, par envie de ne pas pouvoir obtenir quelque chose qu'ils désirent, pensent qu'ils ont été lésés. Ah, waouh! Au moins dans 2 de ces villes, il y aura maintenant des maires socialistes. Et ensuite, je pense que ça va continuer. Parce que des démocrates progressistes aux socialistes démocratiques, ou même aux komsomolo fascistes, il n'y a qu'un pas à franchir à peu près. Les politiciens socialistes gagnent en popularité. Je me présente au poste de maire. Ce socialiste démocrate deviendra probablement le prochain maire de Minneapolis. Et le socialiste Zoran Mandani deviendra probablement le prochain maire de New York. Nous devons continuer à élire plus de socialistes. Et nous devons être inébranlables dans notre socialisme. Mais ils doivent s'excuser. Le socialisme échoue toujours pour la sécurité. Mandani dit qu'il va améliorer notre vie en nous donnant des choses gratuites. Je rendrai la garde d'enfants gratuite pour tous les habitants de New York. J'aime sa position sur le gel des loyers, ainsi que sur le fait de rendre les transports publics abordables et gratuits. La garde d'enfants est gratuite pour la famille Sosiska et tous les New-Yorkais. Cependant, il constate que le gouvernement gère mal la situation. Ce sont les bus les plus lents du pays. Les bus et le métro sont un bon exemple de la confusion socialiste sur ce qui fait fonctionner les choses. J'ai demandé aux gens qui a construit le métro de New York. Je pense que c'était le gouvernement, le président Eisenhower ou un maire, voire un syndicat d'ouvriers. S'il vous plaît. Veuillez vous éloigner du bord du quai. Il est logique de penser que l'État devrait gérer les transports publics. Qui d'autre pourrait se permettre de créer, de creuser des tunnels et de mettre en place un système où riches et pauvres voyagent pour relativement peu d'argent? Aucune entreprise privée ne s'en occuperait.
Les propriétaires avides ne pourraient pas faire payer assez cher aux passagers pour réaliser un profit. En réalité, les premiers métros de New York étaient privés et transportaient des millions de passagers. La majorité des lignes ont été construites par des entreprises privées. 50 ans plus tard, ils ont dit « augmentons le ticket de 5 à 10 cents ». Les gens ont rejeté l'idée de payer plus cher. Et le maire en a profité en disant « très bien, le gouvernement va s'en occuper et nous n'augmenterons pas le tarif ». Mais, bien sûr, le gouvernement l'a augmenté. Maintenant, un trajet coûte presque 3 $ et le métro a des problèmes. Les tunnels se détériorent, les retards sont inévitables. Et lorsque le gouvernement essaie de construire un nouveau métro, il rencontre des difficultés. Cela devait être terminé en 1938, puis ils ont dit 1980. Ce n'est toujours pas terminé. Et c'est déjà la ligne de métro la plus chère du monde. Ils travaillent si lentement que les rames de métro construites pour elles, qui coûtaient $1 million chacune, ne seront plus utilisées parce qu'elles ne sont plus adaptées aux rails. Voilà ce qui arrive quand le gouvernement gère les affaires. Je cite toujours Andrew Galambossa, sa célèbre phrase « Quoi que fasse le gouvernement, le résultat sera toujours exactement l'opposé de l'objectif annoncé. » Eh bien, quel était l'objectif annoncé? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils veulent quelque chose, ils agissent, et le résultat est toujours exactement l'opposé. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais vu de réfutation de cette formulation précise. C'est comme une tartine, oui, elle tombe toujours du côté du beurre. Quoi que tu fasses, si elle tombera forcément du côté du beurre. Les politiciens socialistes disent aussi qu'ils vont améliorer la vie des travailleurs en augmentant le salaire minimum à 30 $ de l'heure. C'est populaire. L'an dernier, les employés de la restauration rapide en Californie ont fêté le nouveau salaire minimum de 20 $. Mes employés, nous l'avons fait. Oui, mais quand les entreprises doivent payer au moins 20 $ de l'heure même aux débutants, Pizza Hut a licencié 1200 livreurs, comme Michael Okeda. Quel est l'intérêt d'une augmentation si tu n'as plus de travail? 18 000 emplois dans la restauration rapide ont disparu, alors que d'autres États ont créé des emplois. Les consommateurs doivent aussi payer plus. Les restaurants de l'État ont augmenté leur prix 10% plus vite que dans tous les autres États. C'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Les socialistes peuvent obliger les entreprises à augmenter les salaires, mais il n'y a pas de repas gratuits. Dès que le gouvernement a obligé les entreprises à augmenter le salaire minimum des employés, 14 000 personnes, rien que dans l'industrie alimentaire, ont perdu leur emploi. Et les jeunes diplômés qui débutent ne peuvent plus trouver de travail du tout. Personne n'a besoin d'incompétents à qui il faut payer 20 $ de l'heure. Et McDonald's, par exemple, a complètement résolu ce problème. Ils ont installé des bornes de commande dans toute la Californie et ont licencié exactement la moitié de leurs employés. Ils ont calculé que s'ils payaient 12 ou 13 $ de l'heure, il était plus rentable d'avoir des employés, mais s'ils devaient en payer 20 $, il était plus avantageux d'avoir des machines. Comme je l'ai déjà dit, donc Frédéric Bastiat, le livre « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas en action ». Les employeurs réagissent soit en augmentant les prix, soit en remplaçant les employés par des machines comme Flippy, qui peut préparer tout, des frites et des rondelles d'oignons au bâtonnet de fromage. White Castle. A annoncé l'ajout de Saint Flippy dans ses cuisines à travers le pays. Enfin, voici une autre idée socialiste qui revient sans cesse. Ceux qui ne s'affrontent pas à réfléchir comprennent seulement « je vais payer moins ». Hurrah, c'est ce qu'ils voient, mais ce qu'ils ne voient n'ont pas... Mais cela leur plaît seulement parce qu'ils ne comprennent pas que cela crée une pénurie partout où cela a été essayé. À Saint Paul, Minnesota, un contrôle des loyers, le plus strict du pays, a été instauré. Donc, dans la ville jumelle de Saint Paul, à Minneapolis, la socialiste Aisha Shuktai a dit « Je veux que nous suivions leur exemple ». Aujourd'hui, elle est vice-présidente du conseil municipal de Minneapolis. Mais quand je l'ai interviewée, elle ne savait même pas que le contrôle des loyers a stoppé la construction de la plupart des immeubles résidentiels à Saint-Paul. Les promoteurs continuent tout de même de construire. À Minneapolis, les permis de construire ont augmenté de 65%. Mais à Saint-Paul, ils ont chuté de 60% à cause du contrôle des loyers. Vous n'obtiendrez pas plus d'appartements en promouvant cela. Son silence en dit long. Je veux dire, les politiciens n'étudient-ils pas les questions avant d'appliquer le pouvoir de l'État aux autres?
Je vais soutenir que garantir un logement aux gens et leur permettre de rester chez eux est plus important que tout le reste. Ils ne comprennent tout simplement pas. J'aimerais poser la question à la personne qui deviendra probablement mon nouveau maire. Comment votre politique socialiste pourra-t-elle réussir alors que tous les autres gouvernements socialistes dans le monde n'ont apporté que souffrance et pauvreté? Pour l'instant, il n'a pas répondu à ma demande d'interview. Ce n'est pas bien à Soran, tu es tout prêt. Viens ici, défends tes idées socialistes. Notre studio ici vous est ouvert. John Stasel fait partie des rares personnes qui voient l'invisible et savent te l'expliquer même aux membres les plus stupides du conseil municipal de Minneapolis. Bon, d'accord, elle est certes un peu idiote, mais ceux qui ont voté pour elle semblent encore plus stupides. Un socialiste, c'est quelqu'un qui croit au socialisme. Évidemment, le socialisme, c'est un gouvernement de plus en plus grand, où le gouvernement s'occupe de l'ordre social. Si vous voulez, plus le gouvernement est grand, plus il est probable que vous vous dirigez vers le socialisme. Mais le socialisme n'abolit pas les magasins familiaux. Vous pourriez quand même garder la pizzeria de Dennis ouverte sous un gouvernement socialiste. Mais en général, il nationalise les grandes choses. Les chemins de fer, l'industrie pétrolière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le communisme n'autorise aucune entreprise privée. Quand j'ai visité l'Union soviétique, il n'y avait pas un seul restaurant privé. Il n'y avait que le restaurant, ce qui signifie restaurant en russe, et c'est tout. Ou un endroit où l'on vendait du pain s'appelait Kleb, ce qui signifie pain en russe. Ce n'était pas la boulangerie de Vladimir, juste Kleb, parce que cela appartenait à l'État. Et le communisme, ce n'est pas seulement l'économie. Le communisme, c'est la suppression de toute individualité à cause de la conviction que tout le monde doit se retrouver au même endroit. Ce n'est pas pour l'égalité, mais pour la justice. L'égalité, c'est l'opportunité, la justice, c'est le résultat. La gauche américaine partage une vision proche des communistes et recherche la justice. Tout le monde doit se retrouver au même niveau d'égalité, et si ce n'est pas le cas, c'est la preuve du racisme, du sexisme, de la misogynie ou de quelque chose d'autre. C'était Denis Praeger, l'un des analystes les plus profonds des États-Unis au cours des 30 dernières années. Il est plus qu'un commentateur populaire. Il a fondé une université de sciences politico-sociales où les meilleurs conservateurs du pays et du monde donnent des conférences et séminaires. Mais sur Internet, PraegerU s'appelle PraegerU. Il a un site web et il y a des milliers de vidéos de 5 minutes sur pratiquement toutes les questions philosophiques, politiques et humanitaires. Il n'y a pas que des vidéos de 5 minutes. C'est juste que c'est rapide, clair, précis. Si tu veux aller plus en profondeur, trouve sur le même sujet, disons, un séminaire d'1 heure, de 2 heures, de 4 heures, et écoute-le. Aujourd'hui, nous avons demandé aux entreprises locales si elles soutiennent leur peuple, leur communauté, ou si elles prennent le parti des racistes et des agresseurs fascistes. Nous exigeons que des entreprises comme Yard Spaza, appartenant à Freeman Properties, cessent de donner accès à leurs locaux aux autorités de l'immigration. Parkings. Arrêtez. Leur permettre de semer encore plus de terreur dans nos quartiers. Frérot, de quoi tu parles? Tu parles, mec? Pourquoi pensez-vous qu'une personne manifestant contre l'Immigration and Customs Enforcement aurait plus de droits que les autres? Si je me tiens devant le bureau du FBI et que j'essaie d'empêcher un agent du FBI de sortir, je serai arrêté. C'est assez simple. Pourquoi ces règles ne devraient-elles pas s'appliquer à vous? Je ne crois pas que l'un de nous ait plus de droits, mais nous en avons tous. Je pense que nous avons le premier amendement qui, je croyais, plaisait aux conservateurs, mais apparemment non. Honnêtement, je participe à cette émission pour que les gens sachent ce qui se passe. Je suis une femme mesurant 1,52 mètres, pesant 50 kilos, qui a été jetée 3 fois par des agents de l'Immigration and Customs Enforcement juste pour exister. Dans l'un des cas, j'essayais d'aider quelqu'un et d'éviter de me faire renverser par une voiture. Tu n'as pas simplement existé, tu n'as pas simplement existé. Dans la vidéo montrée, où Immigration and Customs Enforcement allait déménager, vous tentiez de bloquer des agents fédéraux ou d'aider ceux qui le faisaient. J'essayais d'empêcher quelqu'un de se faire écraser par la camionnette. Peut-être que si la personne ne se tenait pas devant les agents fédéraux, il n'y aurait pas eu de problème. Écoutez. Vous pouvez m'interrompre, mais je veux que les gens sachent que cela arrive vraiment, et vous avez des droits. Je sais qu'on nous empoisonne avec du gaz toxique,
Des gens sont arrachés à leur domicile. Des agents de l'Immigration and Customs Enforcement descendent d'un hélicoptère Black Hawk et arrêtent des enfants nus en pleine nuit. Cela a été complètement démenti. Cela a été complètement démenti. Littéralement. Non. Cela a été complètement démenti. Oui, c'est... A été absolument démenti. Ces gens-là veulent que tout soit égal. Pas des opportunités, non, comme l'a dit Dave Sprager, mais des résultats, Pradesh. C'est-à-dire, si tu as gagné 1000 et que quelqu'un d'autre a gagné 2000, alors pour ne vexer ni l'un ni l'autre, comme on nous l'explique, vous recevrez chacun 501. C'est comme 3 enfants à la maison. On avait promis au plus grand 3 roubles ou dollars pour avoir fait le ménage, mais à la fin, il n'a reçu que $1. Il demande « Et le reste ?» Et maman lui explique « Voilà, ton petit frère et ta petite sœur veulent aussi de la glace. » « Mais ils n'ont rien fait, dit le grand frère. « Tu es un fasciste, dit maman. Tu veux qu'ils bavent pendant que tu manges 3 glaces ?» C'est justement la logique de ceux qui savent voir ce qui est visible et qui peuvent même imaginer qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas discerner. Alors, les Américains se sont réveillés ce matin et ont posé la question évidente. Pourquoi le gouvernement est-il fermé en ce moment? C'est de la pure politique partisane menée par le Parti démocrate. Les démocrates ont fermé le gouvernement, car le président Trump et les républicains refusent que les contribuables paient les soins gratuits des immigrés clandestins. La dette américaine atteint 37 000 milliards de dollars. Nous ne pouvons pas offrir des soins gratuits financés par les contribuables aux personnes en situation irrégulière ayant enfreint la loi pour entrer dans notre pays. Les démocrates ont refusé de maintenir le gouvernement ouvert en raison des soins médicaux pour les immigrés en situation irrégulière, mettant ainsi en danger des programmes de santé essentiels pour les citoyens américains. Le programme pour femmes, nourrissons et enfants, le financement des centres de santé communautaires et les options de traitement sous Medicare sont désormais menacés, car les démocrates ont rejeté une résolution de financement propre. Les personnes les plus vulnérables de notre pays souffrent parce que les démocrates veulent donner la priorité aux immigrés en situation irrégulière, plutôt qu'aux citoyens américains. Si les démocrates affirment que Donald Trump veut retirer le financement de la santé pour les pauvres, les républicains soutiennent que c'est dans le projet proposé par les démocrates. D'importantes sommes du budget sont consacrées aux services médicaux et autres pour les immigrés en situation irrégulière. Merci. Caroline, et bonjour à tous ceux qui nous regardent chez eux. C'est difficile, laissez-moi dire quelques mots, puis je répondrai. Tout d'abord, les démocrates disent qu'ils se soucient beaucoup de la réduction du coût des soins de santé. Et pourtant, lorsque le président a pris des mesures historiques pour travailler avec les compagnies pharmaceutiques afin de faire baisser le prix des médicaments sur ordonnance, les démocrates n'ont rien fait pour nous aider. Nous aurions accepté l'aide des démocrates, mais ils ne l'ont pas fait. Ils parlent de faire quelque chose, mais en réalité, ils ne font pas le travail difficile pour que cela se produise. Ils ont fermé le gouvernement car nous refusons de financer les soins de santé des immigrés illégaux avec des milliards de dollars. Voici ce qui s'est réellement passé pour les Américains qui regardent. La raison pour laquelle votre gouvernement est actuellement fermé, c'est que la plupart des républicains au Congrès et certains démocrates modérés ont soutenu la réouverture du gouvernement, mais l'aile Schumer et AOK du Parti démocrate s'y est opposée. Ils ont fermé le gouvernement en exigeant des milliards pour financer les soins de santé des immigrés clandestins avant de le rouvrir. Ils ont fait quelques propositions auxquelles le président a répondu avec plaisir. Oui, asseyons-nous et discutons de la manière dont nous pouvons résoudre la crise sanitaire que nous avons héritée de l'administration Biden. Mais c'est une chose de dire que nous devons résoudre la crise sanitaire pour les Américains. C'est tout autre chose de déclarer que nous fermerons le gouvernement si nous ne donnons pas aux démocrates tout ce qu'ils veulent. Ce qui, comme le dit Carolina, inclut l'allocation de milliards de dollars provenant des impôts. Pendant de nombreuses années, Chacko Schumer s'est fermement opposé à la tactique consistant à saboter le vote du budget et à arrêter le fonctionnement du gouvernement. Soudainement, maintenant, il est complètement pour. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore 6 mois, lorsqu'il y avait une situation similaire, les démocrates sous sa direction ont accepté un compromis avec la Maison-Blanche et ont voté pour le budget. Et voici ce qui a changé. L'aile gauche enragée de son parti l'a traité de lâche et de traître parce qu'il s'est rendu aussi vite, acceptant un compromis. Et les jeunes komsomolo-fascistes ont annoncé au monde que Chacko ne représente plus leurs intérêts et qu'ils vont proposer quelqu'un d'autre à sa place. Alors,
Qui va se battre contre les requins capitalistes ou simplement contre les tigres ou encore contre les coyotes du capitalisme? Voilà, et bien sûr contre le régime américain décadent, car c'est l'une des idées principales. Et à la guerre comme à la guerre, comment ça se passe là-bas? En latin, cela se dit in bellum, ut in bellum, ut bellum, in bellum. Oh, excusez-moi, camarade latiniste, je connais plutôt en français. À la guerre comme à la guerre. Et donc à la guerre, il y a d'autres lois, les lois de la guerre. Mais qu'ils veulent vraiment? Je pense qu'ils veulent détruire la civilisation occidentale, qui vit exactement comme Charles Darwin en a défini l'essence. C'est le plus adapté qui survit, c'est-à-dire la sélection naturelle. Le socialisme, c'est la philosophie des faibles, qui ne peuvent pas gagner dans la compétition. Ils le savent, c'est pourquoi ils veulent prendre à ceux qui sont plus forts et mieux adaptés. Je vais lire seulement quelques citations du livre Socialisme, publié pour la première fois en anglais en 1936. Le socialisme détruit ce que des millénaires de civilisation ont bâti plutôt que d'améliorer le monde. Il ne construit pas, il détruit, car la destruction est son essence. Il ne produit rien, il ne fait que consommer ce que la société a créé. Il existe un ordre fondé sur la propriété privée et les moyens de production. Chaque pas vers le socialisme doit s'épuiser dans la destruction de ce qui existe déjà. C'est pourquoi les socialistes ont toujours eu une double stratégie. D'abord détruire les institutions, puis bâtir leur utopie. La deuxième étape, quelle que soit cette utopie, c'est le professeur Thomas Di Lorenzo. Il travaille ici, chez nous à Los Angeles. Et il lit des extraits de l'œuvre de Ludwig von Mises, qui ont été publiés à Vienne dès 1922. Mises est le plus grand philosophe, économiste politique, je ne sais pas, économiste de notre époque. Il a dit « L'accumulation progressive du capital est le seul moyen par lequel on peut améliorer durablement la situation des larges masses. Le socialisme et le destructionnisme utilisent le capital pour la richesse actuelle au détriment du futur. Le destructionnisme agit comme un prodigue dilapidant son héritage sans penser à l'avenir. » C'est ce que je voulais vous dire. On prend, on partage, et quand il n'y en a plus, eh bien alors nous réfléchirons à ce qu'il faut faire ensuite. Donc, pour satisfaire des désirs immédiats, on se moque de l'avenir. C'est pourquoi d'ailleurs les socialistes ont si peu d'enfants. La Suède était une grande société avec une forte liberté économique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ils avaient tous ces grands entrepreneurs qui ont créé les voitures Volvo. Et toutes ces entreprises, comme Saab et bien d'autres, dans les années 1950, en adoptant leur version du socialisme, ils ont commencé à vivre sur le capital et les efforts des générations passées, jusqu'à ce qu'ils atteignent des taux d'intérêt de 500% dans les années 1980, et depuis, ils essaient de s'en sortir. Et bien sûr, le Venezuela, c'est exactement la même situation, l'un des pays les plus riches d'Amérique latine, pendant très très longtemps. Ils ont adopté le socialisme surtout dans les années 50 et la démocratie en 1958. Chaque président élu depuis suit ce modèle. Je pense qu'il était un plus grand admirateur de Castro et un communiste que le précédent. Et regardez ce qui leur est arrivé. Au détriment du capital des générations précédentes. Le socialisme est très bien, même merveilleux, tant qu'on n'a pas dépensé tout l'argent gagné par le capitalisme. C'est une légère reformulation, je dirais, de Margaret Thatcher. Bien sûr, revenons à New York, au shutdown, à Manda, à Alexandria Ocasio-Cortez, à Bernie, à Sanders. Ils ont vraiment envie d'avoir quelque chose. Mais ce qu'ils ont, des gens chanceux, entreprenants, ou bien ce que ces gens ont transmis à leurs enfants, par exemple, un héritage. Incapables de l'obtenir eux-mêmes, ils veulent le prendre par envie et haine. Et qu'adviendra-t-il du pays avec des gens comme en République démocratique allemande en Corée du Nord, au Venezuela? Eh bien, cela leur est complètement égal. Pour eux, aujourd'hui est plus important que n'importe quel lendemain. Mais, mesdames et messieurs, il y a un an, en novembre, nous avons lancé cela. Un an plus tard, on les voit se faire écraser la tête sur la table. Qu'ils aillent au Venezuela, qu'ils aillent au Laos, qu'ils aillent à Cuba ou au Nicaragua.
Là-bas, il paraît que le socialisme est développé, parfois un peu plus pacifique, parfois un peu plus agressif. Ils vivent déjà tous dans ce lendemain que nous proposent Sanders et Acacia. Cortés Mandami. Schumer, autrefois raisonnable, a récemment commencé à proposer cela, éditeur de sous-titres. Mais sa propre peau s'est avérée valoir de l'or. Pourtant, elle ne le vaut pas. Eh bien, même pas un sou. Sur ce, terminons pour aujourd'hui et à la prochaine fois.